Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 4 avril. À la une de l'actualité, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite de travail et d'inspection au siège du commandement des forces aériennes. Journée internationale pour la sensibilisation et la lutte contre les mines. Plus de 11 millions d'unités implantées par le colonisateur français en Algérie qui a mobilisé de grands efforts dans la recherche de destruction de ces engins de la mort. National Gaz qui a réalisé 217 millions d'euros d'exportation en 2022 compte renforcer le taux d'intégration de ces produits, les équipements technologiques et les pièces de rechange particulièrement visées. Les visées expansionnistes du Maroc, une réalité. Le Marzan a de tout temps tenté de s'accaparer les terres de ses voisins et les exemples sont nombreux, de la Mauritanie au Sahara occidental à l'Algérie. Les détails dans ce journal. Les Algériens adoptent de nouvelles habitudes pour le ftour. On ira ce soir en bord de mer où ils sont nombreux à se rendre pour rompre le jeûne. Le reportage est réalisé au complexe touristique 7. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Avant de développer ces titres, plutôt je vous le disais en titre, dans le cadre de ces visites aux différentes composantes de l'armée nationale populaire, général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite de travail et d'inspection au siège du commandement des forces aériennes. Coïncidant avec le mois de Ramadan, cette visite s'inscrit dans le cadre de l'intérêt permanent qu'accorde le haut commandement de l'armée nationale populaire à la consécration de la communication directe avec les personnels et la prise en compte de leurs préoccupations. Là, Hamouche pour les détails. Après la cérémonie d'accueil, le général d'armée a observé en compagnie du général-major Mahmoud Laraba, commandant des forces aériennes, un moment de recueillement à la mémoire du martyr et héros Amirouche Aït Hamouda, commandant de la wilaya 3 historique, dont le siège du commandement porte son nom, et a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux chouhada. À l'entame, le général d'armée a tenu une rencontre avec les cadres et les personnels du commandement des forces aériennes où il a prononcé une allocution d'orientation suivie par les personnels relevant des unités des forces aériennes via le système de visioconférence à travers laquelle il a souligné que le haut commandement de l'armée nationale populaire œuvre en permanence à allier le facteur humain qualifié et compétent aux équipements et aéronefs modernes dotés de systèmes d'armes à la pointe de la technologie. لقد أكدت في أكثر من مناسبة على أن العامل البشري يبقى دوما وبصفة كبيرة يمثل أساس كل تفوق وأساس كل نجاح وأنه مهما بلغ المستوى التقني والتكنولوجي. Nous avons à maintes occasions mis l'accent sur le fait que le facteur humain constitue en grande partie la base de tout succès et de toute réussite et que, quelle que soit l'importance du niveau technique et technologique des équipements et des différents systèmes d'armes, le facteur déterminant réside dans l'exploitation judicieuse des matériels mis en dotation. À ce titre, notre objectif principal est d'allier le facteur humain qualifié et compétent aux équipements et aéronefs modernes dotés de systèmes d'armes à la pointe de la technologie. C'est dans le cadre de cette vision rationnelle et méthodique que s'inscrit la préparation de nos forces aériennes pour assumer leurs responsabilités professionnelles avec le savoir-faire requis, le professionnalisme qu'exige le caractère et le rôle vital de l'arme de l'aviation dans la bataille moderne, ainsi que l'engagement et l'honneur d'appartenir à l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale. سلاح الطيران في المعركة الحديثة
وبكل الحماس والاندفاع اللذين يثيرهما في النفس شرف الانتساب إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. Le général d'armée a également salué les aviateurs de nos forces aériennes et les membres de leur équipage qui ont été honorés par le président de la République pour leur grande performance et l'habilité dont ils ont fait montre lors de l'accomplissement des différentes missions assignées. فالرفع من المردودية القتالية والعملياتية لسلاح الجو لدينا هو المطلب الملح الذي يتعين على مستخدمين في القوات الجوية كل في موقع عمله ونطاق تخصصه. L'optimisation de la performance opérationnelle de nos forces aériennes constitue une exigence que les personnels relevant de cette arme doivent, chacun selon son poste et domaine de compétence, s'efforcer de concrétiser et de considérer comme priorité absolue. Ils doivent ainsi faire preuve davantage de dévouement pour parvenir à un contrôle total de notre espace aérien, tout en s'adaptant en permanence aux évolutions des guerres modernes marquées par l'emploi grandissant de drones en tout genre. À cette occasion, je ne manquerai pas de saluer nos pilotes et les membres de leur équipage qui ont été honorés récemment par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, pour les grandes performances et l'habilité dont ils ont fait preuve lors de l'accomplissement des différentes missions assignées. الذين كرمهم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني قبل أيام قليلة نظير القدرات الفائقة والمهارات الرفيعة التي أبدوها. Ensuite, le général d'armée a écouté les interventions et propositions des cadres et des personnels qui, à cette occasion, ont réitéré leur loyauté indéfectible à leur patrie, l'Algérie. À l'issue, le général d'armée a suivi un exposé exhaustif présenté par le commandant des forces aériennes portant sur les différentes activités ayant trait à l'état d'avancement de l'exécution du plan de développement des forces aériennes. À ce titre, le général d'armée a donné une série d'instructions portant notamment sur l'impératif de poursuivre les efforts de préparation au combat pour les unités et les personnels, et ce, conformément au plan et programme établis, tout en veillant à la maintenance périodique, à la parfaite exploitation des aéronefs et moyens majeurs en dotation. Journée internationale pour la sensibilisation aux mines et l'assistance à la lutte anti-mine. Le rôle de l'Algérie dans la lutte contre ces instruments de l'horreur mis en avant lors d'une conférence organisée par le ministère des Moudjahidines aujourd'hui. L'Algérie, qui a ratifié la convention d'Ottawa, a finalisé l'opération, plutôt a atteint ses objectifs dans l'opération de recherche et de destruction des mines en 2017. Plus de 11 millions de mines antipersonnelles ont été implantées par le colonisateur français et en fait des milliers de victimes. Les efforts aujourd'hui se poursuivent, nous dit Amel Warba. Il a perdu sa jambe dans une mine enfouie sous terre par les soldats français pendant la colonisation. Une victime parmi des milliers d'autres, des mines antipersonnelles semées le long des bandes frontalières de l'Est et l'Ouest du pays par l'armée française. Un grand nombre de mines antipersonnelles a été posé un peu partout, que ce soit à l'est ou à l'ouest, avec l'extension de fils barbelés électrifiés. D'après un rapport officiel français, 11 millions de mines antipersonnelles ont été dissimulées sous terre par l'armée française, mais les vrais chiffres, qui doivent être bien plus importants, n'ont pas été révélés à ce jour. Pour venir à bout des combattants de la Révolution, la France coloniale avait installé le long des frontières de lignes électrifiées et semées de champs de mines. Objectif, couper les maquis de la guerre de leur base arrière. On était 60 à 65 moudjahidines à franchir les fils barbelés et les champs de mines pour traverser la frontière vers la Tunisie afin de récupérer les munitions. On a dû faire preuve de détermination malgré le danger imminent.
La journée internationale pour la sensibilisation aux problèmes des mines est l'occasion de se remémorer la souffrance des milliers de victimes algériennes ainsi que le rôle pionnier joué par l'armée nationale populaire en matière d'assainissement des zones frontalières minées. Depuis l'indépendance, l'ANP a procédé au déminage et à la destruction des mines antipersonnelles qui ont longtemps semé la mort et la terreur. En décembre 2016, l'Algérie a achevé la destruction de son stock en mines avant le délai arrêté par la Convention d'Ottawa. Toutefois, ces crimes et tant d'autres commis par la France coloniale sont toujours impunis. En marge de l'ouverture de la session de l'Assemblée nationale ivoirienne à laquelle prend part le président de l'APN, Brahim Borali a été reçu hier par le président du Sénat ivoirien, Jeannot Ahoussou Kouadio, rencontre dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire. Et le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Borali, s'est entretenu également avec son homologue ivoirien Adama Bictogo. Il a été question des relations bilatérales. Bictogo a salué à l'occasion le rôle de l'Algérie dans le renforcement de la paix et la stabilité en Afrique. Forum sur l'intégration nationale au cœur de la stratégie de Sonelgaz, le groupe qui vise plus d'intégration dans la fabrication d'équipements technologiques et des pièces de rechange notamment, a réuni un panel de spécialistes, d'acteurs économiques et de membres du gouvernement. Naïma Loualish y était, reportage. L'intégration nationale au cœur de la stratégie de Sonelgaz est le thème du forum organisé ce matin à l'hôtel Horaci en présence d'un panel des membres du gouvernement ainsi que des acteurs économiques publics et privés. Nous sommes un groupe électrique qui rassemble pas moins de 158 unités industrielles, 13 laboratoires électriques, 65 grandes entreprises, 58 bureaux d'études et plus de 6500 petites entreprises de montage et de production dans le secteur électrique. Les intervenants n'ont pas manqué de souligner que le groupe Sonelgaz fut l'une des premières entreprises à adopter la politique d'intégration en passant à près de 83% dans la fabrication et la transformation électrique. Le nombre d'industriels a augmenté considérablement. Il est passé de 6 en 2005 pour l'électricité à 115 et pour le gaz il est passé de 9 à plus de 30 constructeurs, ce qui est un grand pas. Aujourd'hui, ces actes nous permettent éventuellement de réduire la facture d'importation. Donc nous ambitionnons à l'horizon 2025 d'atteindre des objectifs d'intégration qui dépasseront, Inch'Allah, les 80-90%. Le groupe Sonelgaz s'est considérablement développé dans la production et l'accompagnement des petites et moyennes entreprises ainsi que d'autres secteurs publics et privés. Et dans la stratégie du groupe, et nous, en tant que pouvoir public, nous allons accompagner cette stratégie d'intégration que nous avons mis comme l'une de nos priorités pour arriver à un taux d'intégration industrielle dépassant les 70% en Algérie. Sonelgaz, qui ambitionne d'étoffer son réseau, table aussi bien sur les énergies propres que la sécurité énergétique en renforçant sa coopération avec des entreprises nationales et internationales ainsi que les secteurs professionnels avec lesquels elle a signé des accords à l'issue de ce rendez-vous. À l'étranger, le conflit au Sahara occidental à l'ordre du jour du Conseil de sécurité le 19 avril prochain. Il sera question de la situation dans le pays dans un contexte marqué par la poursuite des hostilités entre le Maroc et le Front Polisario. Le Conseil de sécurité abordera la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental et entendra un rapport de son chef Alexander Ivanko et de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, sur la situation au Sahara occidental. Et les visées expansionnistes du Maroc, une réalité. Le Marzana de tout temps tenté de s'accaparer les terres de ses voisins et les exemples sont nombreux, de la Mauritanie à l'Algérie jusqu'au Sahara occidental aujourd'hui. Les détails par Manel Botouaba.
Le Maroc expansionniste a toujours fantasmé sur la thèse du Grand Maroc qui s'étend de Tanger à Saint-Louis au Sénégal, défendue depuis 1955 par Allal El-Fassi. En 1960, le Maroc s'est opposé à l'indépendance de la Mauritanie, pays membre de l'ONU. L'annexion de cette dernière était son obsession. Il a fallu 12 ans pour qu'il reconnaisse enfin l'indépendance de la Mauritanie. Ceci n'a été possible que grâce au sommet d'Alger en 1972, regroupant les présidents Houari Boumedienne, le Mauritanien Mokhtar Ould Daddah et le roi du Maroc Hassan II. Ce sommet a mis fin à 12 ans de négation, durant lesquels le gouvernement marocain comptait un ministre des Affaires mauritaniennes. En 1963, le Maroc, sans aucune gêne, a agressé son voisin l'Algérie, qui n'avait encore ni armée ni armes, pour tenter d'annexer une partie du territoire aux millions et demi de martyrs de la guerre de libération tués par le colonisateur français. S'ajoutent 800 morts tués par l'armée marocaine. En 1975, le Maroc remet ça en occupant le Sahara occidental, dont l'Espagne est toujours la puissance administrative. Ce Maroc a même proposé à la Mauritanie le partage du territoire du Sahara occidental, car le territoire n'est pas le sien. Un pays ne partage jamais son territoire avec un autre. Ce royaume du mal, au bord de l'abîme, veut détourner l'opinion sur les violations des droits humains, la misère, la malnutrition, l'esclavagisme. Le régime marocain ne pourra plus s'en sortir. Politiquement, il a perdu la face. Il est dans l'incapacité de rompre avec une monarchie médiévale. Financièrement, c'est peine perdue. Un Maroc surendetté, sous contrôle des institutions financières internationales. La cessation de paiement n'est pas loin. L'heure de rendre des comptes a sonné pour le Makhzen qui a fait du Maroc le royaume du mal et de la débauche. Un État narcotrafiquant qui expose ses filles et garçons au tourisme sexuel. L'heure des comptes a sonné au Makhzen qui a fait du Maroc un État infréquentable, le plus corrupteur d'Afrique, où la corruption s'est substituée à la diplomatie. Et le Front social marocain a appelé à l'organisation de nombreux sit-ins samedi prochain à travers toutes les régions du royaume pour dénoncer d'une seule voix la cherté de la vie et l'oppression sociale. Le Front social a appelé les Marocains à participer en masse à ces sit-ins pour mettre le Makhzen devant ses responsabilités et de trouver en conséquence des solutions à la situation de l'implosion sociale que connaît le pays. Selon le Front social, l'augmentation vertigineuse des prix et le recul du pouvoir d'achat des citoyens n'est pas une fatalité, mais c'est le résultat de la politique haineuse et hostile du gouvernement à l'égard des citoyens et de la patrie. Par ailleurs, le Front a appelé à la libération de tous les détenus politiques et à la levée de la marginalisation et de la discrimination à l'endroit des habitants des zones rurales. Plusieurs organisations et syndicats ont appelé à l'organisation tout au long de ce mois d'avril d'actions de rue pour dénoncer comme jamais la politique de la sourde oreille adopté par le Makhzen, de plus en plus arrogant et méprisant. Autour dans le pays, les Algériens adoptent de nouvelles habitudes. Le ftour ou l'iftar en bord de mer, par exemple. Ils sont nombreux à se rendre sur les plages pour rompre le jeûne. Le complexe touristique 7 propose d'ailleurs différentes formules et ouvre même gratuitement ses portes aux visiteurs durant ce mois. Adultes et enfants trouvent forcément leur compte, comme vous allez le voir dans ce reportage de Majda Jahmoun. Qui d'entre vous ne serait pas séduit par un iftar en bord de mer? Que vous soyez en famille ou entre amis, si vous êtes en quête de repos et de dépaysement, vous trouverez votre bonheur au complexe équestre et touristique 7 de Tipaza. Cette famille, par exemple, a préféré fêter l'anniversaire de sa petite fille autour d'un bon repas. Je suis là pour passer de bons moments et fêter mon anniversaire. Ça détend, ça laisse les idées vagabonder, on a l'imagination qui travaille et puis voilà, c'est très très bien. Le cadre il est propice à tout ça. Pour ce mois de Ramadan, le service restauration du complexe propose différentes formules afin de répondre aux demandes des clients. En durant ce mois de Ramadan, on reçoit plus de 80 packs en restaurant. On a des différents menus. Il y a des gens qui réservent des différents espaces au complexe. Par exemple, comme on fait
les dîners à la terrasse et des anniversaires au bord de la mer. Après l'iftar, certaines familles se réunissent autour d'une table dans la verdure pour siroter un thé. Les plus jeunes préfèrent jouer au ballon ou profiter des espaces de jeu avant la rentrée scolaire. C'est magnifique. J'ai l'habitude de venir à Hanaya ou le Ramadan. Ils ont dit que c'est gratuit. C'est bien pour les familles parce que c'est un endroit, il est bien. On fait l'ambiance pour les enfants. Ça me plaît, c'est super. جيت مع بابا ومام نلعب في ليجي. جيت اون فامي هنا مع مورا فطور وراه عجبني الحال ومليح حاطه هنايا. Un village singulier où se conjuguent nature, modernité et tradition, de quoi passer des vacances agréables et conviviales. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.